Au Texas, un agent fédéral se fait enlever à la pointe d'une arme à feu. Ses ravisseurs prennent la fuite dans le vaste territoire du sud de l'État. De précieuses minutes s'écoulent avant qu'on ne se rende compte de la disparition de l'agent. La vie de cet homme est en danger et les policiers sont résolus à retrouver ce collègue coûte que coûte. Ils devront trouver les suspects, les faire comparaître et les faire payer pour leurs crimes. Dans cet épisode, certains noms ont été changés. Les agents postés aux douanes de Del Rio au Texas voient tous les jours des centaines de voyageurs traverser la frontière. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, ils saisissent des stupéfiants pour une valeur de 250 millions de dollars. Ils enquêtent sur plusieurs crimes et doivent veiller à empêcher des milliers de Mexicains de traverser la frontière illégalement. Les hommes et les femmes qui travaillent aux douanes américaines savent que le danger est toujours présent. Parmi la multitude de voyageurs se cachent toujours des criminels pour lesquels ils sont des ennemis. Au cours de l'après-midi du 27 janvier 1984, un véhicule immatriculé au Texas se rangea devant le poste de contrôle. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. ¿Para dónde van? Aquí luego la frontera. Ciudadanos americanos. L'agent des douanes José Torres demanda aux occupants du véhicule leurs pièces d'identité. ¿Qué edad tienes? Les trois passagers lui montrèrent leur carte verte qui indiquait qu'ils étaient autorisés à travailler en territoire américain. Le conducteur déclara qu'il était citoyen américain, mais il ne put montrer autre chose que son baptistère pour le prouver. Pour l'agent Torres, cela ne constituait pas une preuve de citoyenneté valable. Après avoir noté le numéro de la plaque du véhicule dans son système, il ordonna au conducteur de se rendre à un second poste de contrôle pour d'autres vérifications. L'inspecteur Richard Latham accueillit les voyageurs. Hello, man. Baptismal certificate. You step up, please. Avec ses 10 années d'expérience, il avait l'habitude de s'occuper des individus suspects. Esto es lo único que traigo, el pressure ticket. Follow me. Latham entraîna le conducteur à l'intérieur pour qu'un agent du service de l'immigration puisse l'interroger. Celui-ci réprimanda le conducteur de n'avoir pas apporté avec lui une preuve de citoyenneté valable. Comme l'homme disait être citoyen américain, né et élevé à El Paso, l'agent lui demanda des informations que seul un citoyen américain pouvait connaître. Après quelques minutes, l'agent vit bien que le voyageur ne mentait pas et qu'il avait tout bonnement oublié les documents qui prouvaient sa citoyenneté. Mais même si le conducteur était en règle, Latham devait examiner son véhicule. Stand over here. Need to look inside your car. Selon la procédure, il vérifia s'il y avait des stupéfiants ou des marchandises de contrebande. Comme les hommes semblaient en règle et que leur comportement semblait normal, Latham exécuta les fouilles seul. Pour les employés du poste frontière, c'était une journée comme les autres. Mais vers 16h45, un enquêteur de la police de Del Rio arriva. Il informa les autorités frontalières qu'une bijouterie avait été cambriolée 15 minutes plus tôt dans la ville mexicaine de Ciudad Acuna, à 3 km de là.
Bien que sa description fût sommaire, il déclara que les autorités mexicaines étaient à la recherche de 4 hommes d'origine hispanique, dont un au moins parlait l'anglais. La police et les autorités frontalières alertèrent aussitôt tous les agents de service. Comme les voleurs chercheraient peut-être à entrer aux États-Unis, les agents des postes de contrôle devaient être particulièrement vigilants. Good afternoon. Where you heading? On voulait s'assurer qu'aucun des voleurs ne pourrait entrer au pays. Got anything to declare? No, sir. Okay. Mais vers 17 h, l'agent Torres reçut une nouvelle troublante. Sir, I can't find label. L'inspecteur Richard Latham avait disparu. Yes, sir, I checked the... L'enquêteur John Martin de Del Rio se trouvait au poste frontière ce jour-là. Check it again. Sa disparition subite nous est apparue suspecte. Même si au moment de sa disparition, Latham devait terminer son quart de travail, il n'avait pas suivi la procédure avant de quitter son poste. Il n'était pas parti à bord de sa voiture et n'avait pas signalé son départ à quiconque. Pourtant, la procédure veut que les inspecteurs signalent leur déplacement à leurs collègues, même si ce n'est que pour une pause café ou pour aller aux toilettes. Or, ça n'avait pas été le cas pour Latham. Une seule conclusion était possible, l'inspecteur Latham avait été enlevé. Notre première tâche a été de déterminer avec qui Latham avait été vu pour la dernière fois et ce qu'il faisait alors. L'agent des douanes Torres signala avoir vu Latham fouiller une vieille voiture à un poste de contrôle. Selon lui, la voiture était une Pontiac Grand Prix grise d'un modèle de la fin des années 70. À côté se tenaient 3 ou 4 hommes d'origine hispanique dont la description correspondait aux voleurs de bijoux recherchés par la police mexicaine. L'agent décrivit le conducteur. C'était un homme dans la vingtaine, portant une casquette de baseball d'El Paso. Torres en déduisit que l'inspecteur Latham avait peut-être trouvé quelque chose dans la voiture au moment où il avait le dos tourné. Les hommes en avaient alors profité pour enlever l'inspecteur et quitter les lieux à l'insu de tous. L'agent spécial Dennis Harlan du service des douanes participa aux recherches. C'était une véritable course contre la montre. Selon mon expérience, quand un agent est enlevé à la pointe d'une arme à feu, il sera, selon toute probabilité, tué. Tous savaient que si l'on voulait retrouver l'agent en vie, il fallait agir au plus vite. Les policiers passèrent aussitôt à l'action. Un agent des douanes fit d'abord imprimer la liste des plaques de tous les véhicules ayant traversé la frontière à Del Rio entre 16h15 et 17h, soit la période au cours de laquelle Latham avait disparu. La liste ne comptait qu'une centaine de numéros de plaques, mais ne fournissait pas le nom des propriétaires ni leur adresse. Pour obtenir ces informations, les agents devaient accéder à la base de données de la régie des véhicules. La technologie informatique étant ce qu'elle était dans les années 80, on perdrait un temps précieux à accomplir cette tâche. La police de Del Rio commença à leur adresser des portraits des suspects à l'aide d'un identikit. En se basant sur la description de l'inspecteur Torres et des autres témoins, on reconstitua le visage du conducteur morceau par morceau. Quand le portrait composite fut terminé, les enquêteurs l'envoyèrent à tous les services policiers de la région, autant au niveau local que fédéral. Des patrouilleurs se dispersèrent en éventail à la recherche d'une Pontiac Grand Prix grise. Les enquêteurs disposaient du portrait robot du conducteur, mais ils n'avaient rien sur les passagers. Les hélicoptères du service des douanes se joignirent aux unités terrestres. Malheureusement, on ne tenait pas de piste solide et il serait difficile de trouver les hommes dans l'arrière-pays texan. 1h30 s'était écoulée depuis la disparition de Latham. Une voiture roulant à 90 km/h pouvait être n'importe où dans un rayon de 52 000 km². Le secteur de recherche était immense et plus le temps passait, plus il s'agrandissait. La base de données de la régie des véhicules fournit en un temps record une liste des propriétaires des véhicules et leur adresse. Il y avait 8 Pontiac Grand Prix.
Les policiers se rendirent aux adresses de 6 propriétaires de Grand Prix à Del Rio pour examiner les véhicules. Mais les 2 autres véhicules appartenaient à des gens d'El Paso, là où le suspect avait dit demeurer. El Paso était à 10 heures de route. Un agent des douanes contacta alors le bureau du FBI le plus près pour obtenir de l'aide. Il informa l'agent spécial Don Weathermon de l'enlèvement. C'était très décourageant d'apprendre qu'un agent des douanes avait disparu et qu'on n'avait pas la moindre idée de l'endroit où il était, ni ce qui lui était arrivé. En outre, on disposait de très peu d'informations, mis à part le fait qu'on l'avait vu pour la dernière fois alors qu'il travaillait. Depuis, personne ne l'avait plus revu. L'agent des douanes demanda à Weathermon d'envoyer un agent à El Paso pour examiner les 2 autres voitures de modèle Grand Prix. C'est l'agent spécial Charles Riley qui fut chargé d'interroger les propriétaires. Mais les 2 véhicules n'étaient pas garés devant les maisons de leurs propriétaires et ceux-ci n'étaient pas chez eux. L'agent Riley en déduisit que les informations qu'on lui avait transmises n'étaient peut-être pas à jour. Il retourna au bureau du FBI d'El Paso, bien résolu à trouver les voitures et leurs propriétaires. Ce soir-là, j'ai demandé au commis de mon bureau d'effectuer d'autres vérifications sur les numéros de plaque d'immatriculation de ces voitures. J'espérais trouver les propriétaires de ces véhicules. Il faudrait compter plusieurs heures de travail pour contre-vérifier les données, et ce travail devait se faire manuellement. La police d'État et les services policiers locaux érigèrent des barrages routiers sur toutes les routes qui menaient au poste de douane ou en partaient. On arrêtait et on fouillait tous les véhicules passant dans le secteur. Quand les agents du FBI de San Antonio arrivèrent à Del Rio, on leur fit un compte-rendu des recherches. Malgré les efforts de douzaines de services policiers, on n'avait rien trouvé. Près de 7 heures s'étaient écoulées depuis l'enlèvement de l'inspecteur Latton. À la fin de la première nuit d'enquête, on ne disposait d'aucune piste prometteuse. On espère toujours qu'ils vont le relâcher. Mais dans ces cas-là, ce n'est jamais ce qui se passe. On a donc commencé à croire, à la fin de la soirée, qu'on trouverait plutôt un corps. On poursuivit les recherches le lendemain matin. Grâce à des aéronefs à voilure fixe, des appareils plus rapides que les hélicoptères, on put couvrir un plus vaste territoire, notamment tout l'arrière-pays texan. Les patrouilleurs de l'État maintinrent les barrages routiers dans le secteur de Del Rio. Même si les suspects avaient vraisemblablement déjà quitté la région. À El Paso, l'agent spécial Riley raya de sa liste un couple de gens âgés, propriétaires d'une Pontiac Grand Prix grise. Mais l'autre propriétaire avait vendu sa voiture à un certain Ricardo Cortés, et celui-ci avait omis de faire immatriculer la voiture à son nom. En examinant ses antécédents, on constata qu'il avait un casier judiciaire pour possession de narcotiques. Riley obtint la dernière adresse connue de cet homme. Je me suis rendu à cet endroit et j'ai parlé à la mère de Cortés. Elle m'a appris qu'il était parti à l'extérieur de la ville depuis 3 ou 4 jours et qu'elle ignorait quand il reviendrait. Elle a déclaré qu'il possédait toujours cette voiture et qu'il était d'ailleurs parti au volant de cette auto. Je me suis rendu au poste de police d'El Paso et j'y ai obtenu une photo de Cortés que j'ai envoyée au poste des douanes de Del Rio, au Texas. Cortés ressemblait au portrait robot du conducteur recherché. Les agents détenaient enfin le nom d'un suspect,
une information précise qui leur permettait d'espérer retrouver Richard Latham et les hommes qui l'avaient enlevé. Pendant ce temps, à 80 km de là, un homme ramassant du bois sec près d'Eagle Pass fit une découverte macabre. Le corps d'un homme portant l'uniforme des douanes américaines. À Del Rio, les autorités croyaient que des voleurs de bijoux ayant traversé la frontière américaine à bord d'une Pontiac Grand Prix grise étaient les ravisseurs de l'inspecteur des douanes, Richard Latham. Les enquêteurs identifièrent le conducteur de la voiture. Il s'agissait de Ricardo Cortés, introuvable depuis la disparition de Latham. Les enquêteurs apprirent alors qu'on avait trouvé le corps d'un homme revêtu de l'uniforme des douanes dans un fossé près de l'autoroute 277 à Eagle Pass. Des policiers du secteur protégeaient la scène du crime et interdisaient à quiconque d'y pénétrer avant l'arrivée des agents du FBI. Pendant que les agents montaient à bord d'un hélicoptère au poste des douanes pour se rendre sur les lieux, les patrouilleurs d'Eagle Pass continuaient à interroger les automobilistes du secteur. Le patrouilleur Art Corral, qui travaillait sur la route de Del Rio à El Paso, poursuivait les recherches. Mon collègue et moi avons décidé de n'arrêter que les véhicules ayant au moins 3 passagers d'origine latino-américaine à bord. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a vu cette voiture arriver avec ses 3 passagers. Même si cela semblait peu probable, les hommes à bord pouvaient avoir quelques liens avec les ravisseurs. Le conducteur descendit de voiture et s'approcha des patrouilleurs. How you doing, sir? How you been? Corral lui expliqua alors la raison de cet arrêt. 4 male Hispanic subjects are involved in kidnapping today. I see your driver's license. Le conducteur montra une carte d'identité. C'était un chauffeur de taxi d'Eagle Pass. Ses clients lui avaient demandé de les conduire à Presidio. Le patrouilleur décida de les examiner de plus près. How you doing, guys? What's your IDs, please? Deux passagers lui montrèrent leur carte verte. Ils s'appelaient Rafael Calderon et Jesus Ramirez. Aucun d'eux ne correspondait à la description du conducteur de la Grand Prix et ils n'étaient que 2. Pour ne rien laisser au hasard, le patrouilleur Corral et son collègue décidèrent de vérifier les dossiers de ces individus. Dans la voiture, le collègue de Corral tenta de se mettre en contact avec un répartiteur à la centrale. Malheureusement, la communication était impossible. Il refit une autre tentative, mais sans succès. Il nota les informations relatives aux passagers et décida d'appeler la centrale plus tard d'un autre endroit. Les patrouilleurs croyaient qu'ils pouvaient courir le risque de laisser la voiture partir. Ici, il n'y a qu'une route et l'on doit faire 160 km avant d'en croiser une autre. Alors, si l'on devait laisser quelqu'un partir et qu'il s'avérait que cette personne était recherchée, il serait relativement aisé de la retrouver. Les patrouilleurs firent demi-tour pour tenter de contacter la centrale. De leur côté, les agents du FBI arrivèrent à Eagle Pass à 14h15 afin d'examiner l'endroit où l'on avait découvert le corps d'un homme. Même si tous ceux qui enquêtaient sur cette affaire espéraient trouver ce collègue encore en vie, ils ne purent nier l'évidence. Il s'agissait bien de la dépouille de Richard Latham. On lui avait passé ses propres menottes au poignet et on l'avait abattu de 2 balles dans la nuque. Les ravisseurs étaient devenus des tueurs de policiers. L'agent des douanes Dennis Harlan fut très affecté par la nouvelle du décès de son ami. On avait perdu l'un des nôtres. Quand un de nos collègues est ainsi enlevé et assassiné alors qu'on travaillait avec lui, cela nous affecte profondément.
J'étais désolé de la mort de Richard, mais dans le cadre d'une enquête comme celle-là, la découverte du corps revêt une importance capitale. Ce corps devient un indice. J'étais donc très soulagé qu'on ait trouvé la dépouille. Les experts établirent que l'inspecteur avait été abattu à l'aide d'un revolver de calibre 38, soit le calibre de son arme de service. Par ailleurs, cette arme avait disparu. Sur l'autoroute, les patrouilleurs tentaient toujours de communiquer avec la centrale par radio. Après quelques vaines tentatives, ils y parvinrent enfin. Le répartiteur entra les noms des passagers du taxi dans sa banque de données. Ils nous ont répondu qu'il y avait peut-être quelque chose à propos d'un des passagers. C'était Ramirez, le type assis sur la banquette arrière. Un Jesus Ramirez était recherché pour avoir conduit en état d'ébriété. Même si ce n'était peut-être pas le même individu, les patrouilleurs devaient vérifier son identité. On a alors décidé de rattraper la voiture. We are attempting to locate. We're traveling westbound on 90th this time. See if we can locate that. Par bonheur, le taxi se trouvait toujours sur l'autoroute. Le conducteur se rangea au bord de la route pour une seconde fois. Après avoir fait sortir le conducteur, Corral s'approcha du véhicule pour parler à Jesus Ramirez. J'ai alors dit d'une voix forte que je devais parler aux passagers à l'arrière et que je désirais qu'ils descendent. Je l'ai alors vu se pencher et bouger. Je pouvais voir sa tête et ses épaules et je le voyais se contorsionner sur la banquette. Je continuais de lui crier de sortir quand, tout à coup, quand on a entendu le coup de feu, mon collègue a saisi son fusil de chasse. On n'avait pas le temps d'appeler qui que ce soit. On n'était que deux et quand il y a une fusillade, on doit réagir rapidement parce que ça peut vous coûter la vie. Pendant que son collègue le couvrait, Corral força Rafael Calderon à descendre du véhicule et il le neutralisa. Il le fit coucher par terre derrière le véhicule, loin de toute arme à feu. Les deux policiers se dirigèrent ensuite vers l'homme assis sur la banquette arrière. Jesus Ramirez s'était suicidé d'une balle de calibre 357 à la tête. Les patrouilleurs recueillirent l'arme dont il s'était servi, de même qu'un revolver de calibre 38. Maintenant, ils devaient tenter de savoir pourquoi cette simple vérification de routine s'était terminée si dramatiquement. Un des patrouilleurs recueillit les cartes d'identité de Ramirez dans sa veste et un bout de papier. Pendant ce temps, son collègue confisquait à Rafael Calderon ses effets personnels. Notamment un gros couteau et un sac en tissu. Il était peu probable que Ramirez se soit enlevé la vie parce qu'il était recherché pour conduite en état d'ébriété. Il devait y avoir une autre raison. Croyant que cette fusillade était peut-être reliée à l'affaire Latham, les agents des douanes et le FBI se rendirent sur les lieux. En arrivant, ils examinèrent les indices. En plus du pistolet de calibre 357 dont Ramirez s'était servi pour se tuer, il y avait un revolver de calibre 38 dont on découvrirait bientôt qu'il s'agissait de l'arme de service de l'inspecteur Latham, revolver qui avait servi à l'abattre. Dans la tête d'oreiller confisquée à Calderon, on trouva des bijoux d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars qui correspondaient aux bijoux volés au Mexique. Il y avait aussi, dans la veste du suspect mort, le contrat de vente de la Pontiac Grand Prix 1975 écrit à la main. Le nom du vendeur était Ricardo Cortés, soit le premier suspect qu'on avait identifié quelques heures plus tôt.
En route vers Del Rio, l'agent spécial Moses Alanez interrogea Calderon. J'étais assis sur la banquette arrière de la voiture de patrouille. Pendant que nous roulions, Calderon a commencé à me raconter les événements des 2 jours précédents, soit à partir du moment où il avait quitté El Paso avec ses 3 amis pour aller au Mexique. Calderon déclara que c'était Jesus Ramirez qui avait planifié le vol. Il ajouta que celui-ci avait choisi la bijouterie au Mexique, croyant qu'il leur serait plus facile d'échapper à la justice au Mexique qu'aux États-Unis. Pendant que Ramirez, Calderon et un certain Carlos dévalisaient les lieux, leur conducteur Ricardo Cortés les attendait dans la voiture. Ils avaient pris tout ce qu'ils avaient pu en quelques minutes. Puis ils s'étaient enfuis. Calderon ajouta qu'il s'était ensuite dirigé vers le poste de douane de Del Rio. Tout s'annonçait bien quand Cortés s'était fait interroger et quand l'inspecteur des douanes avait fouillé le coffre de la voiture. Mais les hommes avaient montré des signes de nervosité quand l'inspecteur s'était mis à fouiller la banquette arrière. Quand celui-ci trouva le sac de bijoux volé, Ramirez sortit son arme à feu. En quittant le poste frontière, Cortés et l'homme prénommé Carlos s'étaient emparés de l'arme de l'inspecteur et ils l'avaient menotté. Selon Calderon, c'était Jesus Ramirez qui contrôlait tout. À un moment donné, il avait décidé que l'inspecteur en avait trop vu et les hommes avaient dû se débarrasser de lui. Calderon ajouta que Ramirez et lui avaient forcé Latham à descendre dans le fossé. Toujours selon lui, Ramirez avait abattu l'inspecteur en lui tirant 2 balles dans la nuque avec son arme de service. Après avoir laissé l'inspecteur des douanes mourir, les hommes avaient pris la direction Legal Pass où ils étaient retournés au Mexique. Dans une chambre de motel, ils avaient examiné leur butin et mis les bijoux les plus précieux dans des têtes d'oreiller. Ils projetaient ensuite de se séparer. Calderon et Ramirez avaient la tâche de ramener les bijoux aux États-Unis. Quant à Ricardo Cortés et Carlos, ils devaient rester encore quelques jours avec la voiture au Mexique. Le groupe devait se retrouver plus tard à El Paso. L'agent remarqua que, dans sa version des faits, Calderon répétait à maintes reprises que l'homme ayant appuyé sur la détente était Ramirez. Pendant qu'on conduisait le suspect à la prison de Del Rio, les agents réexaminèrent les détails de l'affaire. Rafael Calderon était en détention. Selon lui, le tireur était Jesus Ramirez qui s'était suicidé quand les policiers l'avaient arrêté. Le conducteur de la Pontiac Grand Prix fouillé par Latham était Ricardo Cortés d'El Paso. Quant au 4e suspect, Calderon ne le connaissait que par son prénom, Carlos. Ce dernier était toujours au large avec Ricardo Cortés. L'agent spécial du service des douanes, Dennis Harlan, était déterminé à les retrouver. On allait déployer tous les efforts possibles pour capturer et faire condamner les coupables. Après l'enlèvement et le meurtre de l'inspecteur Richard Latham du service des douanes, les agents enquêtaient sur 4 suspects. L'un d'eux, Rafael Calderon, était en garde à vue. Un autre était mort et les 2 derniers couraient toujours. 6 heures après la découverte du corps de Latham, la police d'État de Piedras Negras au Mexique fit venir les agents du FBI à ses bureaux.
On avait découvert certains effets personnels de l'inspecteur dans une aire de stationnement, juste de l'autre côté du poste frontière d'Eagle Pass, où l'on avait trouvé son corps. Il y avait notamment le portefeuille de Latham, une bouteille de matraque chimique provenant de la police et plusieurs documents qui ne manqueraient pas d'intéresser l'agent spécial Don Weatherman. On a trouvé 2 citations à comparaître émises par la patrouille routière de Californie. Sur l'une d'elles se trouvait le nom de Rafael Calderón, l'homme en détention, et sur l'autre le nom de Carlos Peña. Moins de 24 heures après l'enlèvement, les enquêteurs avaient identifié le 4e suspect. Carlos Peña était d'origine mexicaine et il était résident des États-Unis. Les enquêteurs obtinrent sa photo du service d'immigration américain. Maintenant, on devait se mettre à la recherche de Peña et de son complice, Ricardo Cortés. Ce ne fut pas bien long. Le lendemain, la police d'El Paso reçut un tuyau selon lequel Cortés et Peña se cachaient dans un appartement au sud de la ville. En quelques minutes, on échafauda un plan pour leur arrestation. On bloqua l'accès au secteur où était situé l'immeuble. C'est l'agent spécial Charles Riley qui coordonna les unités terrestres et aériennes. On a restreint l'accès au secteur et érigé des barrages routiers. Des hélicoptères de la patrouille frontalière survolaient les toits des immeubles. Et des agents étaient postés un peu partout dans le quartier pendant qu'on menait les recherches. C'était une mission délicate. Des unités SWAT vidèrent l'immeuble de ses occupants, un appartement après l'autre. La tâche était dangereuse. Les couloirs étaient étroits et il serait impossible de se protéger si jamais les 2 hommes décidaient de passer à l'attaque. Malgré des fouilles minutieuses, les fugitifs furent introuvables. L'agent Dennis Harlan du service des douanes ne se laissa pas démonter par cet échec. Même si l'on fait appel à un nombre considérable d'hommes pour une mission comme celle-là, on doit avoir de la chance. Et la chance vient aux policiers qui font un boulot solide et qui travaillent sans relâche. C'est alors qu'on obtint une nouvelle piste. La police mexicaine de Piedras Negras avait trouvé une Pontiac Grand Prix grise 1975 dans l'aire de stationnement d'une boîte de nuit. Les agents du FBI se rendirent de l'autre côté de la frontière pour fouiller la voiture. Toutefois, les lois mexicaines les empêchèrent de procéder à des fouilles minutieuses. Il nous était interdit de faire remorquer la voiture aux États-Unis. On ne pouvait rien prendre non plus à l'exception des empreintes digitales. Les agents du FBI photographièrent les effets trouvés dans le véhicule qu'ils ne pouvaient pas rapporter au pays et ils appliquèrent de la poudre dactyloscopique pour relever les empreintes digitales. Le procédé était rudimentaire. Des fiches et du ruban adhésif. Mais il porta fruit quand les empreintes furent remises aux experts du laboratoire du FBI à Washington. On a identifié les 4 suspects à partir des empreintes relevées sur le véhicule. À El Paso, les agents spéciaux du service des douanes étaient toujours à la recherche de Ricardo Cortés et de Carlos Peña. Ils apprirent que ce dernier avait vécu dans le même immeuble que le suspect Jesus Ramirez, maintenant mort. Ils interrogèrent alors la gérante de l'immeuble qui identifia Peña à partir d'une photo. Elle déclara que la dernière fois qu'elle l'avait vu en compagnie de Ramirez, c'était la veille du meurtre de Latham. Les 2 hommes sortaient des cartons d'une Grand Prix grise pour les mettre dans un appartement. Un 3e homme était arrivé à bord d'une voiture bleue. Grâce à des photos, elle l'identifia comme étant Ricardo Cortés. Elle déclara que les 3 hommes étaient partis ce soir-là à bord de la Grand Prix, laissant la voiture bleue dans l'aire de stationnement. Ricardo Cortés l'avait d'ailleurs appelé le lendemain pour lui demander de ne pas faire remorquer la voiture. Il avait ajouté que lui ou son mécanicien viendrait bientôt la chercher.
Cette voiture bleue constituait le meilleur atout pour attraper Cortés. Les agents la surveillèrent pendant toute la nuit et la matinée. Vers midi, un homme monta à bord de la voiture et quitta les lieux. Ce n'était ni Cortés, ni Peña. Les agents le prirent en filature. L'homme se rendit dans un quartier paisible. Il entra ensuite dans un bar. Quelques minutes plus tard, il en ressortit seul et fut arrêté par les agents. L'homme reconnut que la voiture appartenait à Ricardo Cortés. Il déclara que celui-ci lui avait demandé d'aller chercher sa voiture et de le rencontrer au bar. Mais comme Cortés n'était pas au rendez-vous, l'homme avait laissé les clés du véhicule au barman. Il ajouta qu'il ignorait où Cortés vivait. Les agents vérifièrent ses dires en interrogeant le barman. Celui-ci n'avait pas vu Cortés non plus. Pendant que l'on surveillait toujours la voiture bleue, les agents du FBI localisèrent la petite amie de Cortés. We think your daughter's boyfriend Ma, no might lo be involved. escuches, no es posible. Ricky nunca hiciera eso. Está mintiendo. Les agents lui demandèrent si elle savait où était Cortés. Elle déclara qu'elle ne l'avait pas vu et n'avait pas eu de ses nouvelles depuis plus d'une semaine. No está, mami, no me dice nada. Sí, tú sabes, tú te lo tienes que decir, no te mintiendo, Ma'am, ¿ok? this is very important. It's been over a week. I don't know. Mira, ya estoy harta contigo. Tú Mami, le ya, dile ya, la ya le dije verdad, que que no yo sé te nada. conozco, tú siempre estás en la calle con ese muchacho. Mais les agents et même la mère de la jeune femme doutaient de la véracité de ses propos. Yo te conozco a ti. Ils demandèrent à la mère la permission d'installer un micro sur sa ligne téléphonique. Ma, no. Estás ridículo. Avec son consentement, les enquêteurs pourraient retracer l'origine de tous les appels qu'elle recevrait. Il nous fallait absolument appréhender les deux autres suspects mêlés à l'enlèvement et au meurtre de Richard Latham. C'était essentiel. Où donc étaient ces hommes? Les enquêteurs ne pouvaient plus qu'attendre l'appel de Ricardo Cortés. Le FBI, le service des douanes et les autres forces policières resserraient le filet autour des deux derniers hommes soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement et au meurtre d'un inspecteur des douanes. Les agents contactèrent la petite amie de l'un de ces suspects, Ricardo Cortés. Ils surveillèrent sa ligne téléphonique. Hello? Ricky? Where are you? 2 jours plus tard, elle reçut un appel. Be careful. C'était Cortés. Where was he at? Il ne dit pas à sa petite amie où il était, mais les agents retracèrent son appel. Il se trouvait dans un motel d'El Paso. L'agent spécial Charles Riley était prêt. D'autres agents et moi, de même que des membres de la police d'El Paso et du service des douanes, sommes allés au motel. Une unité SWAT cerna l'immeuble. Grâce aux efforts combinés d'hommes de 3 corps de police, les enquêteurs réussirent leur mission, comme nous le raconte l'agent spécial Don Weatherman. Le bureau du FBI d'El Paso, les douanes et la police ont fait du beau travail. Cortés a été arrêté à ce motel. 8 jours après le meurtre de Richard Latham, les autorités du Texas mirent Ricardo Cortés en détention. Ils ne trouvèrent toutefois aucune trace de Carlos Peña.
Le conducteur de la Grand Prix, Ricardo Cortés, et son complice, Rafael Calderón, étaient maintenant en garde à vue. Jesus Ramirez s'était enlevé la vie lors de l'arrêt de routine, mais Carlos Peña, lui, était toujours en liberté. Quand on l'interrogea à propos du meurtre, Cortés donna une version des faits différente de celle de Rafael Calderón. Selon lui, après l'enlèvement de Latham, Ramirez et Calderón avaient tous deux entraîné l'inspecteur dans le fossé. Mais toujours selon Cortés, c'était Rafael Calderón qui avait fait feu, et non Ramirez. Après leur arrêt forcé par des patrouilleurs du Texas, Calderón avait tenté de tirer profit du suicide de son complice. On a été surpris d'entendre Cortés déclarer que c'était Calderón qui avait abattu l'inspecteur Latham. Cortés ajouta qu'après s'être séparés, Peña et lui avaient abandonné leur voiture et pris un autobus pour Juárez au Mexique. Cortés nous a révélé que Peña était toujours à Juárez et qu'il n'était pas revenu à El Paso. Les agents du FBI comprirent alors qu'ils ne pourraient pas procéder seuls à son arrestation. Un des agents avec lesquels je travaillais a contacté les autorités mexicaines et leur a fourni des informations sur les antécédents de Peña. La police mexicaine s'est alors mise à sa recherche à Juárez. Le service des douanes américain proposa une récompense à la police mexicaine en échange d'informations pouvant mener à la capture de Peña. La police de Juárez s'assura de son côté que les amis et parents de Peña comprennent que les autorités ne les laisseraient pas en paix tant que le fugitif ne se serait pas rendu. 2 jours plus tard, la tactique porta fruit. Peña a contacté le bureau du FBI d'El Paso pour dire qu'il voulait se rendre. On a pris des arrangements pour le voir sur le pont de Santa Fe. La frontière entre le Mexique et les États-Unis est située sur ce pont. Comme on n'avait pas le droit de l'interroger au Mexique ou de procéder à son arrestation, on lui a demandé de faire un pas en territoire américain, ce qu'il a fait. Et on l'a alors mis en détention. La chasse à l'homme venait de prendre fin. Les enquêteurs conduisirent Carlos Peña au poste de douane d'El Paso. Les réponses qu'il fournit lors de son interrogatoire correspondaient en tout point à la déposition de Cortés. Voici l'agent spécial Don Weathermon du FBI. Dans mon esprit, l'arrestation de Carlos Peña nous a permis de clore l'enquête et de savoir qui était responsable du meurtre de Richard Latham. Sa version et celle de Cortés étaient identiques. Je suis persuadé que ce n'est pas Jesus Ramirez, le suspect décédé, qui a appuyé sur la détente, mais bien Calderón. À San Antonio, un grand jury a reconnu Calderón, Cortés et Peña coupables de 6 chefs d'accusation. En échange de sa collaboration, Ricardo Cortés a pu plaider coupable de complot et d'assaut sur un agent fédéral. Carlos Peña a plaidé coupable aux mêmes accusations. Les 2 hommes ont été reconnus coupables d'enlèvement et ils ont écopé tous 2 de peines d'emprisonnement de 23 ans. Quant à Rafael Calderón, l'homme qui a tué Richard Latham, il a été reconnu coupable d'assaut et de meurtre d'un agent fédéral. Il a plaidé coupable et a été condamné à la réclusion à vie. Personne n'a pu empêcher les 4 complices de tuer l'inspecteur Richard Latham. Mais ses collègues et amis se sont assurés qu'ils en paieraient le prix. Voici l'agent spécial Dennis Harlan du service des douanes. Dès que quelqu'un est tué, c'est une affaire sérieuse. Mais quand on s'en prend à quelqu'un qui sert son pays et protège la population, cela crée au sein des forces policières une onde de choc qui peut être très positive. On se fiche alors pas mal de savoir qui aura le crédit pour avoir résolu l'enquête. On ne veut qu'une chose, s'assurer que les coupables seront arrêtés et que justice sera rendue.
Le 31 janvier 1984, à 14 h, on a tenu un service commémoratif pour Richard Latham au poste de douane de Del Rio. À 14h30, tous les agents des douanes ont gardé le silence pendant un moment, en hommage à leurs collègues et amis.